Istanbul, les murs d'Istanbul, Istanbul de ma mémoire, dont les brumes se lèvent sur le port bleuté, reflet de Suleymaniye. Les façades d'Istanbul, drapées d'oripeaux, béants au balcon, pauvres dépouilles des combats de femmes, enrubannées de fils pendant en arabesque, dessinant la géométrie d'un rêve oriental. Istanbul, les relents d'Istanbul flottent au son des roses confites, cris goûteux, éclairs outrageusement colorés. C'est la robe bigarrée d'Istanbul, la marine. Parfumés, les relents montent à l'assaut des rocheuses façades, croisant les tiraillements sonores qui s'écrasent avec les eaux. Gare piéton d'Istanbul, recoins d'Istanbul, porte bientôt refermée sur des palais de bois, où le derviche vole encore dans les flots de sa robe spiralée. Loti de son promontoire fumait son ennui et fouillait les coupoles entassées de son désir d'angoisse. Se noyer à Istanbul, dans les flots populeux ou les flots marins, qu'importe, plonger à la Corne d'Or ou s'assoupir au Bosphore, s'élever à la rutilance de Galata ou se réfugier dans quelque ventre chaleureux pour s'écrouler enfin à l'ombre d'un turban funéraire, rivé à jamais au l'été de l'immortalité. Marie-Chantal tirait sur son narguilé. C'est pourquoi on l'appelait Marie-Chantal au narguilé. Vêtue d'un drapelet mouillé, bleu azuré, s'il m'en souvient, Marie-Chantal, de ses petites mains gantées, portait à sa bouche gourmande le secret de l'Orient, espérant dans ses veines bien sages consumer le feu de l'étrange. Avec bonne volonté, elle aspirait la goutte d'eau turbulente, creusait ses joues, s'appliquait en somme, car de quelque dieu ou inquiétante forme elle se rêvait l'avatar, jaillir de la lampe d'Aladin à sa moindre caresse, revêtir les pouvoirs du génie, hanter les esprits, tourmenter les gentils et surtout se faire voyeur au trou des serrures. C'est pourquoi Marie-Chantal s'appliquait. Du bec au ventre, il n'y avait en somme qu'une petite trajectoire. Devenir bulle et bulle parmi les bulles, bouillonner au ventre roucoulant du narguilé? Non, vraiment pas. Mourir en Cappadoce, se dissoudre dans le sable et devenir mollasse rosée, érodée par le vent du désespoir, tirant des cheminées de fées les sons éoliens des mondes souterrains, se couler dans les méandres maternels d'un ventre tapissé de vierges, au regard figé de sérénité péréenne. Tentation du vide en Cappadoce, là où la terre cède le pas à la sous-terre, là où la révolte a dû se faire termitière pour s'élever à Dieu. D'une loge à un trou, d'une chambre à une excavation bleutée, tout rayonne de sombres couleurs enfumées en Cappadoce. Gâteau agité, de rondeurs fuselées, docile sous le regard, chaleureux au pas traînant, mais dès lors rude et rugueux à la plante basaltique.
procession vertigineuse des réfugiés en des temps immémoriaux, quêtant un gîte, arrachant une obole, agitant la roche de percussions frénétiques. Il fallait faire vite, l'ennemi était aux portes, se réfugier au sommet de quelques blocs, ou bien dans les viscères de la montagne, couler femmes et enfants dans la pierre, voir les transformer en statues de sel, de chaque gravat faire pitance, de chaque pierrier faire terrier. Mais de l'enfoncement naquit l'illumination. Déméter et Perséphone irradièrent au creux des Avennes. La grotte devint cathédrale, le trou tabernacle. Du fond des âges, l'archétype maternel quitta sa tanière pour faire du séjour des hommes le livre de toute rédemption. Et l'exil devint aspiration. L'enterrement en résurrection se mua, et la voûte apparut à leurs yeux, navire dans lequel ils s'embarquèrent pour quelques voyages en citerre. چند بار امید بستی و دام برنهادی تا دست یاری دهنده کلامی مهرامیز نوازشی یا گوشی شنوا به چنگاری. Je me serais avancée vers la réception du pas trop lent de celle qui ne veut pas dévoiler son émoi. Après un vague coup d'œil au cadre inchangé de bimbeloterie turco-touristique, peut-être aurais-je demandé: pourrais-je parler à monsieur Octay Delaine, à moins qu'il n'ait été là, surprise ou certitude. De quelle réalité se couvrirait son visage, bruissant de 1000 signes silencieux? Il est des êtres qui, à l'image de l'immuable nature, ne changent pas. Ils sont notre part d'éternité terrestre. Octay de ma mémoire et de cela. L'intensité de l'émoi nous détruirait-elle comme ces corps qui, se consumant sous quelque effet mystérieux, font vaciller les limites rationnelles d'un monde maîtrisé? Le geste large, il m'inviterait à le suivre. Votre chambre vous attend. Formule stéréotypée qui s'imposerait différemment à moi. Je ne vais pas réserver ni annoncer mon arrivée. Pourtant, ma chambre m'attend. Depuis quand? Depuis 4 ans? De toute éternité? Attend-elle de la même façon pour lui, pour moi? Deviendra-t-elle le lieu par excellence? La porte se referme sur son silence et me laisse au mien. Je n'avais guère souvenance de la chambre, 2 lits jumeaux, séparés par une table de toilette, une douche quelque part, sans doute un fauteuil, la baie vitrée occupant l'un des côtés de l'espace, s'explosant vers les monts environnants. Une chambre tout en extériorité que je n'occuperai pas. Une chambre qui me repousse vers le balcon sur lequel j'installe un matelas adossé au mur, irradié par le soleil qui dilate mon corps aux confins de l'univers. Les souvenirs sont rappelés, encore tout ensommeillés, intacts cependant, pour ce qui importe, hors du temps et de l'espace. Depuis ces 4 années, rien n'a changé. Je me représente munie des mêmes défenses refusées, des mêmes désirs inconnus, des mêmes attentes trébuchantes, désorientées. Pourquoi être revenue,
ici. Même lieu, même hôtel, mêmes êtres. Et c'était donc passé un presque rien pour que j'aie la certitude que ce serait là et nulle part ailleurs. Alors, je ferme les yeux, étends mes mains bien à plat dans la position de quelque rite ancestral que le soleil couchant ensanglante. Je n'avais pas entendu approcher Octaï, tout de noir vêtu, assis en tailleur face à moi. Octaï est là. Je ne discerne pas son visage, noyé dans l'ombre que crée la splendeur radieuse du soleil. Je ne le sens ni interrogateur, ni incertain. Il sait. Il sait déjà ce que j'ignore. Porteur d'ombre et de lumière. Pas un geste entre nous, surtout ni geste, ni parole, car l'intensité des éléments conjugués dans l'air tremblotant de chaleur est telle que, pareil à un cristal, elle se briserait sous l'effet d'un contrut. Octaï se retire. Jadis, un petit matin brumeux qui égare le regard dans l'immensité informe dont nul contour ne surgit. De fort loin, un visage penché sur le mien, un café fumant absorbé cuillère après cuillère, le pull trop grand de mon père qui me conférera l'invulnérabilité, et me voilà jeté, il y a 10 ans ou 15 peut-être, sur une plage de l'Atlantique, suivant une mouette, longeant un rivage, m'abîmant dans le silence chointant d'une mer fluente. Un autre matin, j'avais surpris au sein du brouillard épais une masse environnée d'eau. Recherche, découverte d'une digue écroulée, pas hésitant jusqu'à une grille aux couleurs rouilles du temps. Mon imagination revivait le grand Maulne. Une calèche allait surgir, les chevaux au galop me jetaient à terre. Mais rien, pas même le courage de pousser la grille. Aujourd'hui, il me faudra la pousser pour effectuer le voyage au-delà du miroir, en pays océanique, celui d'où je viens, celui vers lequel je retourne, en une régression qui me fera revivre le connu et l'inconnu. Octaï est le gardien de ce mystère, de la quête de paix à laquelle mon âme saturée de bourdonnements épars aspire. Marie-Chantal s'était enivrée de son narguilé. Elle avait absorbé le secret défendu de l'Orient. Consumant le feu de l'étrange, aspirant la goutte d'eau turbulente, elle avait jailli de la lampe d'Aladin, entrepris le voyage en cythère. Devenue bulle, et bulle parmi les bulles, elle s'évanouirait en quelques sables, à moins que, fée rédemptée, elle ne se dresse en cheminée de sel à jamais. آفرینش و همه آن چیزها که شدن را امکان می‌دهد